De modérer cette première session et de donner la parole en premier à Madame Khouloud Ghazghala. Khouloud Ghazghala est doctorante en littérature française et francophone à l'Université de Minnesota. Là où elle explore les esthétiques subversives de littérature carabienne d'expression française. Ses recherches portent particulièrement sur l'œuvre de Maryse Condé, dans l'écriture provocatrice et ironique, déconstruit les récits dominants et met en lumière les mécanismes du racisme, du sexisme et de la xénophobie. Plus largement, Khouloud s'engage dans une réflexion sur les politiques de genre, l'éthique de la représentation et le pouvoir émancipateur de la transgression littéraire. Vous avez récemment publié un article intitulé « Nymphomanie, kleptomanie et la tension entre pulsion et possession » dans Romancière francophone contemporaine. Et plusieurs autres travaux sont en cours de publication, dont une contribution intitulée « Réécrire Esther Prynne, cannibalisme littéraire et subversion du canon américain dans Moi, Tituba, sorcière, Noire de Salem de Maryse Condé. Et cet article sera prochainement publié dans la revue Polysème. Vous avez écrit d'autres articles aussi, et votre intervention, vous êtes originaire de Tunisie et vous naviguez entre plusieurs traditions académiques. Vous participez régulièrement à des colloques internationaux avec l'objectif justement de bâtir des ponts entre les espaces francophones et anglophones et de faire dialoguer les voix dissidentes du Sud global. Votre intervention s'intitule « Des bribes d'archives au récit fondateur, Tituba et Elissa comme figure réhabilitée ». Vous avez 20 minutes. Merci pour l'invitation et je vous remercie également pour votre présence. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon travail intitulé « Des bribes d'archives au récit fondateur, Tituba et Elissa comme figure réhabilitée ». Cette réflexion elle est née à partir de l'idée suivante. La fiction peut devenir un outil de réparation mémorielle et patrimoniale lorsqu'elle s'empare de fragments d'archives pour réécrire les histoires effacées de l'histoire officielle. Donc à travers Moi, Tituba, sorcièrement de Salem de Maryse Condé et Elissa, la reine vagabonde de Fawzi Malek, ce projet tente d'expliquer comment un détail infime, tel qu'un lampe dans un fossé ou bien une stèle retrouvée dans une maison, ouvre la voie à une reconstitution narrative qui redonne visibilité, complexité et dignité à des figures féminines marginalisées par les récits dominants. Donc, ces deux œuvres, que la fiction, loin de s'opposer à l'histoire, avec un grand H évidemment, peut combler ces silences, réactiver des patrimoines qui sont menacés et offrir, lorsqu'elle est enseignée, un espace critique pour penser les enjeux politiques de la transmission. On en parlait tout à l'heure. Donc cette réflexion, elle envisage la littérature comme un espace de contre-histoire où la voix des femmes, effacée par le pouvoir impérial ou colonial, retrouve sa légitimité. Notre communication, elle met en lumière la manière dont Malek et Condé pratiquent une écriture de l'urgence, pour reprendre le terme de Bisson, qui est née du manque et du besoin de mémoire et qui transforme la fiction en acte politique et pédagogique. Donc, pour commencer, la réécriture de Fawzi Malek s'enracine dans une histoire familiale et archéologique, où la mémoire intime rejoint la mémoire collective. Dans l'introduction du roman, le narrateur raconte que son grand-père, historien et traducteur, avait consacré sa vie à déchiffrer 250 stèles uniques retrouvées dans leur maison. Des pierres que l'on croyait perdues depuis le naufrage du navire de Monsieur de Sainte-Marie, chargé en 1874 de rapporter à la France des inscriptions découvertes à Carthage. Ces stèles, encombrant la maison et, je cite, empoisonnant son enfance, fin de citation, deviennent le point de départ d'une quête de mémoire. Avant de mourir, le grand-père lui confie une hypothèse. Je cite, « Ces pierres portent une longue lettre que la fondatrice de Carthage, la reine Elissa, adressait à son frère Pygmalion, roi de Tyr. » Fin de citation. L'auteur promet de poursuivre ce travail. Il déchiffre, classe, comble les lacunes et finit par reconstruire le texte. Il avoue
Je cite, « J'ai dû combler un vide, imaginer une suite, inventer une transition. Bref, de correction en amendement, j'ai dû réécrire le texte. » Fin de citation. Dans cette confession, elle montre que le roman repose sur une fiction née de l'archive, où la traduction elle devient création. Mallet reconnaît que, je cite, « Je ne pourrais plus affirmer honnêtement que cette lettre est celle de Aelissa. C'est aussi un peu la mienne. » Fin de citation. Ainsi, Mallet, il brouille les frontières entre histoire et invention, entre mémoire et imagination. La lettre de Aelissa devient le lieu d'une coécriture entre passé et présent. La voix de la reine est celle du traducteur et scripteur. Ce geste de réécriture, à la fois archéologique et poétique, illustre la tension entre fidélité à la trace et nécessité de combler le silence, une tension qui fonde toute écriture de l'urgence. D'abord, Mallet s'oppose frontalement à la version canonique qui est transmise par Virgile dans l'Énéide. Chez Virgile, Didan, qui est double d'Élissa, est dépeinte comme une femme passionnée, irrationnelle, abandonnée par Énée, et dans la mort spectaculaire, relève presque de la dérision tragique. Cette représentation, devenue dominante, a effacé la souveraine politique, la stratège, la fondatrice, au profit d'une figure qui est pathétique. Mallet corrige cette falsification. Il transforme la mort de Aelissa en acte de souveraineté et de lucidité politique, un geste de résistance face à l'histoire écrit par les puissants. Il faut les rendre. Ce geste virgilien illustre ce que Ricoeur nomme la manipulation concertée de la mémoire et de l'oubli par les détenteurs du pouvoir. L'histoire, lorsqu'elle est écrite par l'Empire, devient un instrument de domination symbolique. Elle dépossède les peuples colonisés de leurs récits et les femmes de leur agentivité. Mallet, en redonnant voix à Aelissa, s'inscrit dans une dimension qui est pragmatique, de la mémoire, qui ne cherche pas la vérité factuelle, mais la justice mémorielle, pour citer Foucault. L'un des passages les plus révélateurs de cette contre-écriture est celui où Aelissa évoque sa mort. Je cite, « Je ne mourrai pas d'amour, mais de mémoire. » Fin de citation. Cette phrase oppose la mort passionnelle imposée par Virgile à une mort consciente, choisie et lucide. Nous trouvons dans ce texte un rythme qui est sec, une syntaxe qui est dépouillée, une utilisation de la première personne du singulier qui traduisent tous une prise de parole souveraine. Aelissa écrit sa propre histoire et son propre récit. Elle reprend la plume que l'histoire avec un grand H lui avait arrachée. Le feu, qu'elle allume pour s'automutiler, devient symbole de renaissance aussi, un acte de purification et de transmission. Là où Didan se consume par amour, Aelissa, elle, se consume pour la mémoire et pour la protection de son peuple. Cette scène, qui est reprise dans les pages entre 190 et 191, est intense visuellement et symboliquement aussi. Aelissa contemple le brasier que les prêtres ont préparé et affirme, je cite, « Je crains d'être la seule offrande que ce peuple s'honorera d'y avoir immolé. » Fin de citation. Le feu devient métaphore du sacrifice fondateur. En s'offrant elle-même, Aelissa fonde la cité et inscrit son geste dans la continuité des mythes originels. Elle ajoute plus loin, je cite, « Je suis déjà la mort en marche. Je suis la marche et le marcheur, le rêve et le rêveur, l'amante et l'amour, l'œuvre et l'artiste. » Fin de citation. Cette écriture poétique, presque incantatoire, traduit la fusion entre la reine et la cité. Aelissa devient Carthage, et Carthage devient mémoire. Mais cette fusion, loin de garantir la pérennité du souvenir, annonce paradoxalement l'effacement de la figure fondatrice. Mallet fait dire à Aelissa qu'elle presse la falsification à venir. Je cite, « Mais seul le nom de la ville restera. Nul ne se souviendra de l'errance d'Aelissa et encore moins de ses véritables mots. Il se trouvera même des poètes pour le déformer et lui donner des consonances ridicules. » Fin de citation.
La note ironique en bas de page, je cite, « Avouer président n'est pas digne d'Élisa », fin de citation, désigne explicitement la version virgilienne qui a défiguré la reine. Mallet inverse ici la perspective. Il redonne à Élisa la lucidité historique que Virgile lui avait refusée. Là où l'Énéide la condamne à la passion et à la mort, Élisa, la reine vagabonde, la montre maîtresse de son destin, consciente que sa mort, consciente que son effacement est le prix de la fondation. Cette mise en abîme du mythe révèle la puissance critique du roman. Mallet ne se contente pas de réhabiliter Élisa. Il reconstruit la mécanique de l'oubli qui a fait d'elle une légende mythique. Cette fusion entre la reine et la cité ne s'arrête pas aux gestes mythiques. Elle se prolonge dans la mémoire des peuples, où l'histoire devient légende et la légende héritage. Aujourd'hui, dans la mémoire tunisienne, si on n'est pas dans l'académie, si on ne fait pas partie de l'académie, Élisa n'est plus qu'un mythe incertain. Chaque fois que l'on évoque son nom, c'est la version virgilienne qui ressurgit, ou la certitude qu'elle n'a jamais existé. Ce récit, qui est imposé par le pouvoir romain, a colonisé l'imaginaire méditerranéen et transformé la fondatrice de Carthage en héroïne tragique fictionnelle. Mallet écrit pour dénouer cette confusion et ainsi pour rétablir la voix effacée derrière la légende. Son geste relève de ce que Marie Escripeau-Bourjac appelle une écriture de l'urgence. Je cite, « L'écriture de l'urgence crée et occupe des lieux de résistance pour construire, reconstruire une histoire fragmentée. » Fin de citation. Chez Mallet, cette urgence se traduit par la nécessité de réécrire immédiatement, de réparer symboliquement une mémoire falsifiée avant que le mythe ne devienne la seule trace. L'écriture devient alors un acte de survie. Elle sauve la mémoire d'Élisa du silence imposé par l'histoire et transforme la fiction en résistance poétique. Là où Fancy Mallet écrit pour désenvoûter le mythe, Marie Scandé, elle écrit pour désenfuir la mémoire. Chez Mallet, l'urgence naît d'une histoire devenue légende. Chez Condé, elle vient d'une histoire niée, raturée, invisible. Tous deux partent d'un fragment. Mallet d'Estelle de son grand-père, Condé d'un nom trouvé dans les archives des procès de Salem. Mais si Mallet combat la mythification imposée par Virgile, Condé affronte le vide documentaire, le silence des archives coloniales. Son écriture devient acte de restitution, une manière de rendre à Tituba, les femmes noires, esclaves et accusées de sorcellerie, la parole que l'histoire lui avait refusée. Cette transition marque le passage d'une mémoire mythifiée à une mémoire effacée. Elle révèle une même urgence, écrire pour réparer. Donc Condé annonce dès le début, je cite, « Tituba et moi avons vécu en étroite intimité pendant un an. C'est au cours de nos interminables conversations qu'elle m'a dit des choses qu'elle n'avait confiées à personne. » Fin de citation. Cette phrase liminaire de Marie Scandé place d'emblée le roman Moi Tituba, sorcière noire de Salem sous le signe de la proximité et de la transmission. L'autrice se fait médiatrice. Elle prête sa voix à une femme dont l'histoire n'a conservé qu'un nom, une trace infime dans les archives des procès de Salem. Le passage de l'interrogatoire, entre la page 163 et 167, reconstitue le véritable cœur du roman. Condé y met en scène la violence du discours judiciaire qui transforme la parole en instrument de domination. Les juges puritains assènent leurs questions. Je cite, « Tituba, avec quel esprit mauvais entretiens-tu amitié ? Aucun. Pourquoi tourmentes-tu ces enfants ? Je ne les tourmente pas. » Fin de citation. Le rythme est aussi saccadé, la succession est mécanique, on a question-réponse, la syntaxe est très sèche et répétitive et crée une rhétorique de l'enfermement. Tituba n'existe que dans le cadre imposé par le pouvoir. Sa parole est forcée, déformée, instrumentalisée pour confirmer une culpabilité qui est déjà décidée. Cette culpabilité n'est pas fondée sur des faits, mais sur la couleur de sa peau et son statut d'esclave. La petite Betsy le dit sans détour, je cite, «
Vous, faire du bien, vous êtes une négresse, Tituba. Vous ne pouvez que faire du mal. Vous êtes le mal. Fin de citation. Plus loin, elle ajoute « Négresse, pourquoi as-tu quitté ton enfer ?» Fin de citation. Le mot « mal » revient 7 fois dans un interrogatoire qui ne s'étend que sur 4 pages. Cette répétition obsessionnelle révèle que Tituba est condamnée avant même le procès. Elle incarne aux yeux des juges, des maîtres et des enfants le mal absolu. Non parce qu'elle agit, mais parce qu'elle est noire. Candé met ainsi à nu la violence raciale et genrée du pouvoir colonial. La parole de Tituba, elle est piégée dans un système où le langage lui-même devient aussi l'exclusion. Candé reproduit cette mécanique afin d'en révéler l'absurdité et la cruauté. Elle copie les documents des archives, cite leurs sources et transforme le procès en théâtre du mensonge. Tituba affirme au milieu de l'interrogatoire « Cela durera des heures. J'avoue que je n'étais pas une bonne actrice. » Fin de citation. Le mot actrice ici est capital. Il révèle la dimension performative du procès, où la victime doit jouer le rôle que le pouvoir lui assigne. Candé expose la mise en scène du vrai, ce que Michel de Certeau appelle la production du vrai, dans l'écriture de l'histoire. Elle montre que la vérité historique est une construction du pouvoir, un récit qui est imposé, répété, légitimé par la peur. Cette scène illustre aussi la logique foucaldienne du pouvoir disciplinaire. Le corps et la parole de Tituba sont surveillés, contraints et normalisés. Le procès devient un dispositif de contrôle où la confession est extorquée, non obtenue. L'aveu forcé, seul échappatoire pour Tituba afin de ne pas mourir sous le regard d'une société puritaine qui exige sa soumission. Je cite « Oui, mais je ne le ferai plus ». Fin de citation. Révèle toute la violence du système inquisitorial. La parole n'y est plus un espace de vérité, mais une preuve fabriquée, arrachée par la peur et la contrainte. Candé transforme cette brutalité institutionnelle en fiction critique. La peur devient lucidité. Je cite « La vue de tous ces visages blancs, clapotant à mes pieds, me semblait une mer dans laquelle j'allais sombrer. » Fin de citation. La métaphore de la mer, ici, récurrente chez Candé, évoque la diaspora et la traversée. La mémoire engloutie qu'il faut faire remonter à la surface. L'écriture devient alors un moyen de sauver la parole avant qu'elle ne se noie. Cette urgence est aussi épistémologique. Comment écrire quand l'histoire a effacé jusqu'à la possibilité de dire? Candé pratique ce que Saidiya Hartman nomme « the critical fabulation », donc une écriture qui mêle imagination et rigueur pour restituer des vies absentes des archives. Son roman devient un acte de mémoire, une reconstitution critique. Candé elle-même explique, je cite, c'est en anglais, mais vous avez la traduction ici, I was unaware of her existence, and I asked about her, but I didn't find anything because nobody seemed to know her, so I thought I would write her story myself. Fin de citation. En réécrivant la déposition réelle conservée dans les archives du comté d'Essex, Candé transforme le document qu'elle a trouvé en fiction réparatrice. Elle corrige la version déformée de Miller dans The Crucible, qui avait présenté une Tituba qui est muette et caricaturale, incapable de parler anglais. Chez Candé, au contraire, Tituba parle, pense, juge. Elle devient sujet de conscience. Peu à peu, la peur, la honte et la contrainte se muent en lucidité. La voix intérieure de Tituba marque le basculement. Elle murmure, je cite, « Je savais qu'il ne comprendrait pas », ce qui résonne avec les propos de Candé. « Je n'ai pas pris la peine de relire Les sorcières de Salem. Je savais que Miller, en tant qu'écrivain blanc, ne prêtera pas attention à la femme noire. » Fin de citation. La fiction devient alors un espace de résistance où la parole arrachée se transforme en parole retrouvée. Candé écrit dans une urgence double, celle de rendre à la femme noire sa place dans l'histoire, et celle de réparer le silence des archives. Son œuvre rejoint la pensée glissantienne, donc la mémoire collective et notre urgence. Manque, besoin. La Malech reconstruit
Là où Malek reconstruit la mémoire tunisienne à partir d'Estelle, Candé reconstruit la mémoire diasporique à partir des archives des procès. Tous deux écrivent pour rendre justice aux voix effacées. Ainsi, Moi Tituba, sorcière noire de Salem, illustre la puissance de la fiction comme contre-histoire. Candé ne se contente pas de raconter. Elle corrige aussi, réhabilite, réinvente. Sa Tituba à elle n'est pas une figure marginale. Elle devient une conscience historique, une mémoire vivante, une voix qui enfin parle pour elle. Pour conclure, la fiction apparaît ici dans les deux romans, dans les deux œuvres, comme un prolongement critique et réparateur de l'histoire. Chez Malek comme chez Candé, l'écriture s'empare des fragments de l'archive, stèle punique ou procès de Salem, pour reconstruire une mémoire collective qui est menacée. Ces œuvres prouvent que la littérature peut combler les silences de l'histoire, non en les effaçant, mais en les rendant audibles. À la mémoire de Paul Ricoeur, la mémoire n'est jamais pure restitution. Elle est toujours une reconstruction du sens, un travail de justice face à l'oubli imposé. Saidiya Hartman parle de political fabulation pour désigner cette écriture qui mêle rigueur et imagination afin de redonner chair aux vies absentes des archives. Malek et Candé en offrent deux incarnations exemplaires. Leur démarche rejoint la vision prospective de l'histoire selon Édouard Glissant, pour qui les traces du passé ne sont pas des vestiges figés, mais des points d'appui pour imaginer des devenirs possibles. En réécrivant Alissa et Tituba, ces auteurs ne réinventent pas arbitrairement l'histoire. Ils révèlent ce qu'elle a dû occulter ou refuser de voir. La fiction devient espace de transmission critique, un lieu où la mémoire se répare et se partage. Elle valorise le patrimoine immatériel des voix marginalisées et ouvre pour les lecteurs et les étudiants un champ de réflexion sur les enjeux politiques de la mémoire et de la parole. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que cette réflexion nous encouragera à transmettre des récits plus justes, plus complets et plus sensibles aux voix marginalisées.